Quand le grand dépensier fait son entrée, il vole immédiatement la vedette. Tout le monde cherche sa compagnie et est impatient d'entrer dans le feu de l'action. C'est le cas du consommateur américain. Il est le mieux nanti de la planète et sait comment dépenser son argent. Sa contribution à l'économie américaine est considérable, mais les autres régions du globe comptent aussi sur lui pour maintenir l'impulsion. Pourtant, le consommateur américain montre récemment moins d'entrain. Où est le problème? Dans toute économie, le consommateur est un acteur majeur du fait de sa contribution à l'activité, qui se chiffre d'ordinaire à 60% du PIB. Aux États-Unis, ce taux avoisine les 70%. Alors, quand la conjoncture est favorable, le consommateur américain est très actif. À l'inverse, lorsque la morosité s'installe, il a mauvaise mine. Au pic du dernier cycle de la croissance, rien ne semblait pouvoir stopper l'élan du consommateur américain. L'optimisme était à son comble, la productivité solide, les salaires en hausse et le consommateur américain très dépensier. Mais cette confiance exagérée a généré des excès. Les consommateurs américains ont puisé dans la valeur nette de leur propriété en recourant à des refinancements avec retrait sur la valeur nette. Et les institutions financières ont prêté sans compter. Les Américains ont poussé les limites de leur capacité et, pour un temps, tout le monde en a profité. Cette bulle, comme toutes les autres, a fini par éclater de manière dramatique. La récession a plombé les ventes. Les achats annuels de véhicules automobiles sont passés de 16 à 9 millions d'unités et ils sont restés dans cet abysse pendant 3 ans. L'effondrement a été même plus spectaculaire dans le logement. De leur sommet annuel de 2 millions d'unités, les mises en chantier ont chuté à 600 000 unités et même sous ce niveau et sont demeurées dans cette fourchette de 2008 à 2011. Cette contraction a pénalisé les achats de meubles et d'électroménagers et merveilleusement illustré l'ampleur du retrait généralisé des consommateurs. Et puis, il y a les années passées à se libérer des dettes. Les consommateurs américains ont commencé à s'attaquer aux problèmes. Les conséquences de ce geste ont été effroyables, mais ses effets impressionnants. La courbe du ratio de la dette au revenu s'est vite inversée en raison de la progression du taux d'épargne. Face aux progrès réalisés, le consommateur s'est lentement remis à dépenser. L'emploi a suivi, gagnant lentement mais sûrement en dynamisme. L'emploi est maintenant robuste et il a ramené le chômage à des niveaux parmi les plus bas. Par ailleurs, les salaires réels sont en augmentation et la confiance règne depuis déjà un bon moment. À cela s'ajoutent les faibles prix du carburant qui ont permis aux consommateurs américains de faire des économies de 110 milliards de dollars l'an dernier. Et ce montant devrait atteindre 50 milliards cette année. Tout semble donc faire la belle part aux consommateurs américains. Pourquoi, en ce cas, les dépenses de consommation ont-elles dernièrement fléchi? Certaines attribueront sans doute ce repli aux turbulences sur les marchés financiers. L'activité des consommateurs américains varie en fonction de la performance des marchés des actions et les récents plongeons boursiers ont effrayé les acheteurs. Pourtant, dans le même temps, la confiance n'a pas vacillé, ce qui jette un doute sur ce facteur. D'autres analystes ont noté que la progression des achats en ligne est 5 fois plus rapide que celle des ventes au détail traditionnelles. Ces dernières seraient alors sous-évaluées.
Voilà un point valable, mais l'importance des ventes en ligne n'est pas encore suffisante pour expliquer une telle influence. Si ces facteurs ne sont pas prépondérants, quels facteurs sont à l'origine du repli? Le problème se trouve du côté de la nouvelle vague de consommateurs. Ils ont fait leur entrée sur ce marché, décroché leur premier emploi, accédé à la propriété, fondé une famille et, du coup, fait beaucoup de premiers achats. Ils ont d'habitude de 18 à 34 ans et sont confrontés à un problème particulier. En effet, l'entreprise, qui en est à sa 8e année, a laissé pour compte beaucoup de travailleurs de cette nouvelle génération. La part de jeunes adultes vivant au domicile parental dans les ménages américains s'est envolée lors des années suivantes la récession pour s'établir à un peu moins du tiers de l'ensemble de cette cohorte d'âge. Un taux inédit dans l'histoire récente est bien supérieur au niveau constaté après la récession de 81 à 82. Tant et aussi longtemps que la situation de ce groupe de consommateurs de première ligne ne changera pas, la véritable reprise tardera à se dessiner. Néanmoins, il y a une autre facette à ce tableau, et elle est plutôt encourageante. En mobilisant les consommateurs, l'économie américaine peut du jour au lendemain se doter d'un très fort potentiel. Seront-ils au rendez-vous? Il se pourrait bien que ce soit déjà le cas. Après la grande récession, les légions d'Américains ont quitté les rangs du marché du travail. Certains sont partis à la retraite. D'autres se sont retrouvés au chômage. Mais un important groupe de travailleurs découragés a simplement jeté l'éponge. Le taux de participation a continué à chuter, même au retour de la croissance de l'emploi, ce qui a rendu perplexes les observateurs. Toutefois, le taux de participation est récemment reparti à la hausse. Si ce mouvement est soutenu, il pourrait être à l'origine d'une nouvelle vague de croissance prometteuse. Au bout du compte, devant un consommateur américain dépensant moins malgré l'amélioration des fondamentaux, certains tirent la sonnette d'alarme. Pourtant, des preuves confirment que les consommateurs de première ligne restés pendant longtemps sur la touche stimulent l'activité. Si tel est le cas, ils joueront un rôle décisif pour la croissance de l'économie américaine et mondiale. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.